Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo pour ce premier cours sur cette chaîne qui va consister à expliquer toutes les fonctionnalités biochimiques et biologiques de la bouche. Donc ça va être pour l'honneur, on va dire, de la chaîne gratuite, des cours gratuits. Je vais poster une série de 3 cours parce qu'ils sont un petit peu longs. Donc je les ai séparés en 3 cours. Donc c'est toutes les fonctionnalités biochimiques de la digestion et nous allons commencer aujourd'hui par tout ce qui concerne la bouche et tout ce qui s'ensuit. Vous allez voir, il y a énormément de choses à dire là-dessus. Et tous ces cours sont ici en ligne gratuits afin de vous permettre de vous perfectionner si vous en avez besoin. Pardon. Et éventuellement d'apprendre des choses si vous souhaitez faire comme moi, changer de corps de métier et vous rediriger. Grâce à ces cours ici, ça va être un soutien qui va vous permettre de faire le lien entre beaucoup de choses. Si vous choisissez une pratique un petit peu thérapeutique, etc. Il y a parfois des formations qui sont un petit peu mal faites, malheureusement. Et on a besoin de se perfectionner, d'apprendre un petit peu plus. Et donc, je vais petit à petit, chaque semaine, je vais poster un cours. Sauf cette semaine où il va y en avoir 3 avec 2 cours bonus. Du coup, vous allez avoir une série complète sur la première quinzaine concernant la digestion, qui est quand même une base de médecine essentielle. À l'heure d'aujourd'hui, on ne sait plus se nourrir. Même certains thérapeutes n'ont pas toutes les informations concernant toutes les fonctionnalités qui se relient les unes aux autres. Et des fois, on ne comprend pas ce qui se passe. Et en faisant certains liens tout simplement entre nos différents systèmes, eh ben, ça devient évident. Et donc, c'est pour ça que ici, ces cours sont en ligne gratuitement pour permettre à tout le monde, même des gens qui ne sont pas thérapeutes, de chercher à comprendre ce qui se passe dans leur corps, tout simplement. Donc, nous allons commencer aujourd'hui avec ce premier cours qui concerne la bouche, la biologie fonctionnelle et les fonctionnalités biochimiques de la digestion au niveau de la bouche. Alors, il va y avoir plusieurs points évoqués ici. On va commencer par tout le système physico-fonctionnel, en fait, donc les dents, les muscles, etc., comme un petit peu un rappel pour reposer tout ça. Nous allons ensuite voir toutes les fonctionnalités biochimiques de la flore commensale. Donc cette flore commensale qui est là pour nous protéger, mais qui ne fait pas que ça. Elle participe aussi à notre digestion. Et c'est donc ce que je vais vous expliquer dans un second point. Nous allons ensuite voir toutes les fonctionnalités enzymatiques. Vous savez très bien que la salive contient énormément d'enzymes et que tous ces enzymes-là viennent participer à notre digestion. Nous allons donc voir comment. Toutes les fonctionnalités immunitaires. Il y a énormément de choses de notre flore commensale. Notre salive, le pH, toutes ces choses-là entrent en jeu également dans l'immunité, qui est très spécifique au niveau de la digestion. Voilà, parce que c'est vrai que nous avalons des molécules qui ne font pas partie de notre corps, de notre soi, et pourtant nous ne les assimilons pas comme des molécules toxiques contre lesquelles il faut se battre. Mais nous arrivons à détecter les bactéries, etc., desquelles il faut se défendre. Donc c'est quand même un système au niveau immunitaire qui est assez particulier, le système de l'immunité digestive. Nous allons aborder également toutes les fonctionnalités neuronales, avec les rôles cognitifs que ça peut engendrer de manger, tout simplement. Comment ça fonctionne, tout ça, avec le cerveau. Bon, voilà, nous allons donc aborder ce point aussi. Toutes les fonctions sécrétrices de toutes ces glandes qui participent à la digestion. Le sang va bouger quand on digère. Le cerveau va donner plein d'ordres partout. Et nous avons vraiment tout notre corps qui se met en pleine action. Donc voilà, nous allons aborder tous ces sujets-là. Alors nous commençons tout de suite avec cette fameuse bouche qui est la première étape de la digestion. Donc, grâce à nos dents, nous avons des incisives qui nous servent à couper les aliments. Nous avons les canines qui nous servent à déchiqueter, à déchirer, donc, notamment quand nous mangions la viande crue à l'époque où nous étions des hommes préhistoriques, etc. C'est les canines qui venaient déchirer la viande pour nous permettre ensuite, grâce aux molaires, de broyer, de mâcher tout ça. Et donc, de commencer à transformer des morceaux d'aliments en macronutriments. Ainsi, tout ce travail des dents va commencer déjà la digestion. Donc nous avons 4 parties dans la bouche en fait qui sont reliées les unes aux autres par des muscles. Donc tous ces muscles qui vont entrer en action dès que l'on se met à manger, à mâcher,
Donc, en premier lieu, nous allons utiliser énormément d'énergie avant de pouvoir bénéficier de toute l'énergie que nous apporte le fait de manger et de digérer tous ces aliments. Mais nous allons d'abord utiliser de l'énergie pour pouvoir ensuite en ressortir de tout ce que nous mangeons. Voilà, donc ces 4 muscles, nous avons le muscle orbiculaire qui relie toutes les 4 parties de la mâchoire, en fait, qui est une articulation ici. Nous avons les muscles dépresseurs au niveau du menton, donc le zygomatique qui est petit, le grand zygomatique également, avec d'autres muscles ici, les buccinateurs, qui vont permettre ce mouvement avec l'articulation. Donc voilà, ça travaille énormément quand nous mâchons notre nourriture. Dès que nous pensons à manger, que nous évoquons le sujet, que nous voyons l'assiette devant nos yeux et que nous sentons l'odeur, il y a déjà une énorme activation de tous nos sens avec le sens olfactif en premier lieu, la pensée qui déclenche tous les mécanismes cérébraux, la pensée de manger, si on pense à un aliment qu'on aime, on sent que de suite on salive dans la bouche, parce qu'on vient activer ici tout le système neuronal, donc qui vient se réveiller, même ne serait-ce qu'à l'idée de manger, ne serait-ce qu'avec une pensée. Donc il y a vraiment une action très puissante de beaucoup de choses qui vient se développer lors des repas, dans tout notre corps. Voilà, donc avec la salive, nous avons une première action enzymatique. Donc, nous allons évoquer cela un petit peu plus tard dans le cours. Et donc voilà, ce que j'ai expliqué, c'est toute cette énergie que l'on utilise déjà qui va nous permettre donc d'en récupérer après. Au niveau de notre bouche, nous avons la flore commensale, ce qui est des bactéries, des virus, des petits champignons, des mycètes, donc des levures, des petits champignons comme microscopiques, qui viennent tapisser toutes les muqueuses buccales, la langue, l'intérieur des joues, tout au long de notre gorge, etc. Et tout cela s'équilibre entre familles. Nous avons plusieurs familles de bactéries, on pourrait voir ça comme ça, de micro-organismes, virus et bactéries, etc., qui viennent ici grandir comme un village un petit peu, avec chaque famille qui s'équilibre. Donc certaines familles sont plus grandes que d'autres, et tout cela est stabilisé, est en équilibre en fait, pour notre bien-être et pour nous aider aussi à commencer la digestion, parce que ces bactéries vont prédigérer certaines molécules, certaines protéines vont être cassées, scindées, grâce à ces bactéries que nous avons dans notre bouche, et ce tout au long du système digestif que nous verrons dans les prochains cours. Donc ici, ça nous protège aussi des caries. Toutes ces fameuses bactéries que nous avons dans notre flore commensale, les virus que nous avons dans notre flore commensale, s'il y a un déséquilibre de ces familles, il y a des bactéries qui peuvent prendre le dessus ou des bactéries de la nourriture qui viennent avoir la place de s'installer. Et c'est ce qui peut produire des caries. Voilà. Donc, il y a une autre raison qui peut produire des caries qui est importante de souligner ici, qui peut produire surtout un déséquilibre en fait de cette flore et qui va entraîner des caries. C'est le traitement antibiotique. Malheureusement, nous utilisons un peu trop les antibiotiques lorsqu'il s'agit des dents. Je vous conseille de vraiment utiliser des produits antibiotiques que lorsqu'ils sont prescrits. Déjà que même lorsqu'ils sont prescrits, c'est parfois trop. Il ne faut pas utiliser les antibiotiques parce qu'il nous en reste d'une autre fois, parce qu'on avait eu une infection, etc. Parce que la méticilline, qui est un antibiotique qui est énormément utilisé pour les dents, donc c'est une famille d'antibiotiques que nous utilisons par rapport à ces bactéries qui viennent nous infecter les dents, qui sont des bactéries à coque gram-négatif. Voilà, donc c'est un type d'antibiotiques qui viennent les tuer et nous soigner. Et ces bactéries-là, si on utilise longtemps, plusieurs fois, des antibiotiques, et si on ne prend pas le traitement jusqu'au bout, par exemple aussi, que l'on s'arrête, il y a un problème qui engendre le fait que nous permettons à la bactérie de développer une résistance. C'est-à-dire que lorsque l'antibiotique vient attaquer la famille, elle se met en sécurité, elle essaye en tout cas de se mettre en sécurité, cette famille, lorsque ces molécules d'antibiotiques viennent les attaquer. Et
si on ne finit pas jusqu'au bout, il en reste un petit peu qui vont développer une résistance. Elles vont changer leur ADN afin de se défendre et elles deviennent résistantes aux antibiotiques. C'est de cette manière que les bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques. Et lorsqu'une bactérie devient résistante aux antibiotiques, vous allez prendre des antibiotiques et vous allez tuer votre flore commensale en laissant encore plus de place à cette bactérie pour laquelle l'antibiotique n'a plus aucune efficacité. Et alors, vous développez vous-même encore plus vos caries. Donc, l'importance de terminer ces traitements et de ne prendre des traitements que prescrits lorsqu'on parle d'antibiotiques. C'est hyper important. Comme je vous le disais, toutes ces bactéries, elles ont un énorme impact sur la digestion de par leur composition, de par l'équilibre entre elles, la place qu'elles prennent, on va dire, et la qualité également de tout ce qu'elles produisent, parce que ces bactéries produisent elles aussi des enzymes. Notre salive, notre corps produit des enzymes dans notre salive, mais ces bactéries-là en produisent également. Donc c'est très important de privilégier, on va dire, la qualité de nos bactéries. Et ça, c'est l'alimentation, on va dire, le moins industrielle possible qui va vous le permettre. C'est pareil au niveau de notre intestin, mais ça, on y viendra dans un prochain cours. Et de ce fait, dans la bouche, il est essentiel de préserver l'équilibre de notre flore. Une action qui participe à préserver cet équilibre est le fait de manger la bouche ouverte. Alors, ok, nos mamans, nos mamies, elles nous disent que c'est par politesse qu'on mange la bouche ouverte. Bah en fait, non. Enfin, ok, oui, d'accord, par politesse. Mais pas que. Parce que lorsque nous mangeons la bouche ouverte, nous faisons entrer de l'oxygène dans notre bouche. Et la bouche est faite à la base avec une flore commensale qui n'aime pas trop l'oxygène. Il y en a certaines de bactéries qui aiment bien l'oxygène et qui se développent grâce à l'oxygène. Et lorsque nous mangeons la bouche ouverte, eh ben, nous privilégions ce développement de ces bactéries-là au détriment des autres. Comme je l'ai déjà expliqué, c'est cet équilibre qui est important. L'équilibre entre les familles. Et lorsque nous mangeons la bouche ouverte, nous baignons tout l'air d'oxygène, toute notre salive va s'imbiber d'oxygène et donc ça empêche l'équilibre d'être optimal entre les familles des bactéries que nous avons dans la bouche. Donc il est très important de respirer par le nez lorsque nous mâchons notre nourriture. Le nez ici filtre l'air grâce à tout son système, ça peut faire l'objet d'un cours ça aussi. Donc nous avons des petits poils, des muqueuses, du mucus et tout cela fait que l'air est ultra filtré lorsqu'il arrive dans la gorge et lorsqu'il infuse dans notre salive. Donc, c'est hyper important. Si vous êtes thérapeute, par exemple, c'est quelque chose qu'il faut expliquer à vos patients. Si vous faites du suivi dans la digestion, enfin, dans l'alimentation, c'est très, très bête, on va dire. C'est quelque chose à quoi on ne pense pas. Mais il y a énormément de caries qui peuvent être évitées en apprenant à filtrer son air quand on mange, en fait, tout simplement. Pour préserver, comme je rappelle, ce fameux équilibre hyper important. Pour la suite, le pH. Le pH de la salive. Alors, aujourd'hui, on se concentre sur le pH de la salive. Dans tout le corps, nous avons plusieurs pH différents. Ici, le pH de la salive entre en jeu dans la bonne ou mauvaise digestion. Alors, le pH de la salive est très précis. Il est très précis parce qu'il est à 7,2. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas de variation entre plusieurs pH. C'est 7,2. Bon, il peut un petit peu varier, bien sûr. Mais si ça varie de trop, ça entraîne une situation de risque pathologique. Vraiment. Et depuis quelques temps, même les médecins, maintenant, à l'heure actuelle, il y a un truc qui s'est développé, c'est les biomarqueurs de la digestion où nous utilisons le pH de la salive afin de savoir si la digestion est correcte ou pas. C'est un biomarqueur, le pH. Aujourd'hui, on l'utilise dans le diagnostic, carrément. Donc, pour vous dire l'importance que ça engendre d'avoir un pH équilibré au niveau de sa salive. Donc, toutes les maladies buccales et gastro-entérologiques peuvent découler d'un déséquilibre du pH de la salive. Donc, c'est vraiment très important. S'il descend en dessous de 7, nous avons une salive acide.
Ça peut créer énormément de troubles au niveau œsophagien, au niveau de l'estomac et même tout au long de l'intestin. Si le pH devient acide, alors les actions sur les bactéries vont être hyper importantes. Et donc, ces bactéries vont de nouveau se déséquilibrer et elles sont capables de venir entamer l'émail des dents. Non seulement le pH, mais en plus, les bactéries vont elles aussi venir entamer l'émail des dents et les fragiliser. Et c'est ainsi que nous avons des dents sensibles au chaud, au froid, etc. Donc, il est impératif, lorsqu'on a une salive acide, de manger des produits qui alcalinisent, donc qui rendent basique, qui vont faire augmenter le pH pour le stabiliser. Donc, nous avons les fruits et légumes. C'est pas pour rien qu'on nous embête avec ça. C'est vraiment la base. Et tous les fruits et légumes. Donc, oui, effectivement, il y en a qui vont dire, beaucoup des diététiciens peut-être, qui pensent là à l'heure actuelle, on va dire qu'on fait leurs études il y a peut-être un petit peu longtemps ou quoi, qui vont se dire, mais les fruits, c'est hyper sucré. Mais les fruits, ce n'est pas le même sucre. Le sucre raffiné n'a rien à voir avec du sucre non raffiné. Le fructose que l'on fabrique en laboratoire ne se digère pas du tout de la même manière que le fructose naturel d'un fruit, en fait. Et ça fait une énorme différence. Toutes les baies, par exemple, que l'on peut manger, elles ont beaucoup de fructose qui va se digérer d'une manière très différente que des sucres raffinés, trafiqués entre guillemets en laboratoire, qui ont été vraiment transformés. Ces sucres-là, ils sont accompagnés d'autres molécules. Et ça joue aussi sur la digestion. Et ça joue sur tout. Donc, par exemple, dans les mûres, nous avons énormément de tanins qui réduisent l'inflammation au plus haut point. Donc, si on mange des mûres, on va manger du sucre, mais c'est du bon sucre que notre corps est capable de stocker facilement, sans utiliser trop d'énergie et sans avoir besoin d'aller produire des molécules de graisse, des cellules, de graisse pour stocker des toxines qui accompagnent ce sucre. Et en plus, nous avons un apport de tanins qui réduit les inflammations ou qui préserve, on va dire, qui nous préserve d'en avoir. Donc, rien à voir avec manger une cuillère de sucre. Ok, un fruit peut contenir l'équivalent d'une cuillère de sucre, mais ce n'est pas le même. Et ça change tout. Voilà, ça c'est très important de le spécifier. Aujourd'hui, lorsqu'on pratique par exemple l'alimentation dans un cadre de pratique naturopathique, de pratique holistique, on sait que c'est le fait de varier les graisses qui va nous faire maigrir. Parce que notre corps, petite interlude, notre corps par exemple, si on mange très peu de graisse, mais de la mauvaise graisse, on va mal la stocker. Et notre corps va se dire, oula, j'en ai pas beaucoup, donc quand j'en ai, je la garde. Alors que si tous les matins, par exemple au réveil, on mange un petit peu d'huile de coco tartinée sur une tartine, un autre matin du beurre, et puis tout au long de la journée, quand je mange ma salade, au lieu de mettre simplement de l'huile de tournesol, je vais mélanger un petit peu d'huile de tournesol, un petit peu d'huile d'olive et un petit peu d'huile de sésame. Eh ben, mon corps, il va avoir un apport de plusieurs acides gras essentiels. Il va en avoir beaucoup, il va se dire que c'est bon. Il a de quoi en faire. Il en a quand il veut, donc il n'a pas besoin de les stocker. Et je vous jure que c'est super efficace et que ça marche du feu de Dieu. J'ai des résultats. Donc voilà, la manière aussi de manger va tout changer sur la façon dont nous digérons notre nourriture. C'était important de le spécifier. Donc par exemple, si nous mangeons des amandes, nous allons avoir un apport d'acides gras essentiels, mais tellement optimal que, et puis c'est un tellement bon gras, j'ai envie de dire, ce gras, on va l'utiliser directement dans nos membranes cellulaires. Ce n'est pas un gras que l'on stocke. Donc, on va renouveler nos cellules. Si par exemple, j'ai un petit peu des petits soucis, là, je le fais moins, ça se voit. Quand je prends tous les jours du beurre de cacao sur mes tartines, eh ben, j'ai vraiment beaucoup moins de soucis au niveau de ma peau ici. Le beurre de cacao amène énormément d'acides gras essentiels et de la vitamine E. Et c'est les cellules de la peau qui vont l'utiliser. Ce n'est pas le tissu adipeux qui va le stocker. Voilà. Donc, toutes ces choses-là entrent en jeu énormément dans notre alimentation, dans la digestion et la manière dont nous utilisons nos nutriments. Et tout cela commence donc par la bouche. Lorsque nous sommes en hiver, la salive va changer.
En été et en hiver, nous n'avons pas tout à fait le même pH de salive non plus. Afin de digérer correctement et de scinder correctement tous ces macronutriments que nous commençons à fabriquer, on va dire, dans notre bouche, il est important d'avoir des muqueuses, une langue, un palais bien hydratés. En été, nous sommes moins hydratés et lorsque nous mangeons, par exemple, beaucoup épicé ou que nous avons fait beaucoup de sport, des efforts super intenses, nous apportons une sécheresse des surfaces dans notre bouche. Et donc, il va être important de boire de l'eau, car de vraiment, vraiment hydrater, au fur et à mesure, c'est pas boire 1 litre d'eau quand on a fini, c'est y penser pendant l'action, continuer de boire de l'eau régulièrement pour ne pas assécher les surfaces de nos muqueuses. Sinon, ça va aussi acidifier notre salive et ça va demander beaucoup de travail de cicatrisation et donc une moins bonne efficacité, la flore bactérienne, etc., qui va être de moins bonne qualité et donc moins efficace. Donc, toutes ces fonctionnalités buccales, elles nous permettent également de mâcher sans nous blesser parce que c'est en fait toutes les muqueuses produisent du mucus qui viennent un petit peu avoir un effet comme les graisses dans la mécanique. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ça protège nos parois intérieures. Lorsque nous mâchons, il est très important que tout soit bien graissé. C'est de la mécanique, hein, vraiment. C'est le côté physico-mécanique de notre bouche qui nécessite ce fait-là. Et dans notre salive, et ça, par exemple, lorsque nous sommes allongés la nuit, nous produisons moins de salive. Donc, il est important de manger au moins 2 heures avant de se coucher afin qu'il y ait eu un apport suffisant de quantité salivaire pour toutes ces molécules qu'elle emmène pour notre digestion. La salive a un très puissant pouvoir tampon. Donc, elle produit par exemple des bicarbonates, des phosphates, de l'urée. Mais alors oui, ça peut nous paraître bizarre comme ça, mais déjà dans la salive, nous produisons de l'urée qui est absolument indispensable pour l'équilibre acido-basique. L'urée est un produit ultra-alcalin, basique, qui vient contrecarrer l'acidité. Donc nous en produisons dans notre salive et c'est tout cela qui produit ce fameux pouvoir tampon et qui est donc moins efficace la nuit parce que nous produisons moins de salive la nuit du fait de la position allongée. Voilà, donc c'est pareil, boire bien de l'eau en même temps que le repas du soir, c'est important de s'hydrater un petit peu plus qu'aux autres repas pour contrecarrer ce fait-là que nous produisons un petit peu moins de salive. Donc pareil, au niveau du mucus de l'intérieur des joues, nous en produisons un petit peu moins aussi. Et le fait de bien boire de l'eau pendant que l'on mange, nous hydratons correctement les surfaces de nos muqueuses à l'intérieur, la langue, la bouche, tout ça. Et ça permet donc de garder une épaisseur de mucus suffisamment importante pour nous protéger correctement de tous ces mouvements des dents que l'on fait aussi la nuit, qui peuvent nous blesser si nous sommes mal hydratés à l'intérieur de la bouche. Voilà, donc déjà, rien qu'au niveau physico-fonctionnel, il y a énormément de choses, comme vous pouvez le constater, auxquelles on ne pense pas forcément, mais pourtant qui sont là en action et donc qui participent déjà à notre digestion. Et comme évoqué précédemment, nous avons toutes ces fonctionnalités enzymatiques au niveau de la biochimie buccale. Donc, comme je l'ai évoqué, nous avons toutes ces molécules qui vont jouer un rôle au niveau de l'acide et de l'équilibre acido-basique dans la bouche. Mais nous avons également toutes ces enzymes, toutes ces molécules qui vont venir en même temps que nous mâchons, commencer à scinder, à couper les grosses molécules comme les protéines, l'amidon, le glycogène, enfin toutes ces grosses molécules que notre corps ne peut pas assimiler au niveau intestinal. Nous commençons, grâce à toutes ces enzymes salivaires, à travailler, à permettre à notre intestin de les digérer. Donc ici, comme je vous l'ai dit, certaines bactéries produisent un petit peu d'enzymes, mais c'est essentiellement nos glandes salivaires et toutes ces cellules de notre bouche avec leur fonction sécrétrice
qui vont produire, fabriquer ces enzymes et qui se retrouvent donc dans la salive. Donc, nous retrouvons ici une action de complémentarité avec les molécules précédemment évoquées. Donc, il y a une complémentarité qui se fait au niveau chimique, au niveau des réactions chimiques. Les enzymes commencent à casser toutes les molécules qu'il y a à digérer et toutes les autres molécules comme les bicarbonates viennent aussi aider les enzymes à faire leur travail en maintenant ce fameux équilibre acido-basique. Donc, la digestion chimique des glucides se fait grâce à l'amylase. C'est la principale enzyme de notre salive. Donc, l'amylase permet de digérer l'amidon, tous les sucres des céréales, de tout, vraiment partout, qu'on retrouve dans tous les fruits, dans toutes les céréales. Eh bien, c'est l'amylase qui va venir commencer le travail de digestion de toutes ces molécules dont on a besoin pour puiser notre énergie vitale. Nous avons donc les lipases également. Donc les lipases, ce sont les enzymes qui viennent commencer à dégrader les molécules de graisse. Donc tous les acides gras essentiels ici, c'est les lipases qui commencent à faire le travail digestif. Nous avons tous les lysosomes, tous les lysosomes qui, eux, sont assez particuliers parce qu'ils viennent travailler une prédigestion des... Moi aussi, je travaille, mais c'est pas grave. On continue. Donc, les lysosomes travaillent à digérer au niveau macronutriments les molécules graisseuses, mais également à dégrader les déchets qui peuvent nous être toxiques. Donc, il y a une double action. C'est une molécule qui va prédigérer ce dont on a besoin et commencer à casser les molécules qui peuvent être toxiques pour nous. Voilà. Et en même temps, ces lysosomes, avec le lysozyme, parce qu'il y a énormément de molécules différentes au niveau des enzymes lysosomes, et nous avons le lysozyme qui, lui, en même temps que toutes les autres enzymes, donc les lipases et les lysosomes, viennent commencer ce travail sur les toxines, sur les molécules dont on a besoin, qui sont graisseuses. Et en même temps, le lysozyme vient, lui, casser la paroi des bactéries dont nous n'avons pas besoin. Donc, il y a un travail de régulation où si une famille de notre flore bactérienne commence à prendre le dessus, hop, le lysozyme va dégrader juste la quantité qu'il faut pour que l'équilibre reste optimal, mais aussi dégrader les bactéries à l'intérieur de la nourriture qui pourraient être toxiques si elles arrivent plus loin dans notre système digestif. Donc c'est une action multiple, digestion, immunité, équilibre de pH et antitoxique. C'est vraiment quand même impressionnant. Juste un peu de salive, toutes ces réactions chimiques d'un coup en même temps qui se produisent, quoi. C'est vraiment énorme. Et donc voilà, cette fameuse action immunitaire, donc qui commence déjà rien que dans notre bouche comme ça, par la production de la salive. Donc comme j'ai expliqué, le lysozyme, en plus des composants minéraux, ont cette fameuse action régulatrice sur le pH. Et donc cela stabilise les familles et leur équilibre, les familles de notre flore intestinale et leur équilibre. Cette action enzymatique que je viens d'évoquer, donc qui permet aussi d'éliminer les pathogènes, les bactéries pathogènes de notre bouche, de notre nourriture, et donc garder dans notre bouche que les bactéries qui sont utiles pour nous. Donc ceci limite les caries, limite les infections au niveau digestif, et même au niveau sanguin d'ailleurs, parce qu'il y a certaines bactéries dans la nourriture, si elles venaient à se retrouver dans le sang, ce serait un carnage. Et la salive fait que ces bactéries-là ne vont pas dans notre sang quand on mange. Et donc cette fameuse respiration, qui permet aussi de filtrer beaucoup de bactéries présentes dans l'air, beaucoup de virus, et toute cette protection
que le filtrage de l'air nous amène au niveau immunitaire, elle est vraiment non négligeable. Donc tout ceci, c'est quelque chose qui est important de savoir. Parce que quand on le sait, ça devient naturel. Et on peut remarquer vraiment un énorme changement, hein, surtout au niveau des infections mycosiques de type fongique. C'est vraiment impressionnant le fait de filtrer l'air. Vous allez de suite récupérer un équilibre qui fait que toutes les mycoses ne se développeront plus, en fait. Et au niveau immunitaire, ce qui est très important par rapport à la bouche, ce sont nos fameuses amygdales. Ce qui gonfle lorsqu'on n'est pas bien, qu'on est malade, c'est pas pour rien, hein, on le sait, c'est l'immunité qui vient nous préserver, nous protéger et nous empêcher de tomber malade dans le meilleur des cas. Parce que des fois, les amygdales sont surchargées et elles n'arrivent plus à faire leur travail, les angines, etc. hein, tout ce qui s'ensuit. Donc, toutes ces fonctions amygdaliennes viennent entrer en jeu dans l'immunité ici. Parce que ce sont des ganglions qui viennent prendre, en fait, lorsque la salive n'a pas réussi à tuer toutes les bactéries parce qu'il y en a trop, hein, et quand on avale, les amygdales viennent pomper littéralement l'excès de bactéries, mais aussi les bactéries dégradées. Donc, on va dire les déchets clairement de ces protections de réactions chimiques. Ces réactions chimiques produisent des molécules qui sont déchets. Et ça, les amygdales, elles viennent les pomper. Et ce qui nous permet d'atterrir la nourriture dans l'estomac propre, si je peux dire ça comme ça. Voilà. Donc, ceci est également une fonction non négligeable de notre immunité buccale. Si donc toutes ces fonctions sont perturbées, comme par exemple le stress, qui peut énormément perturber toutes nos fonctions immunitaires, le fait de manger la bouche ouverte, le stress, tout cela, eh bien, ça engendre des défaillances immunitaires, des défaillances même de production au niveau des enzymes de notre salive, et les amygdales qui ne font pas correctement leur travail, parce que si l'air est déjà filtré, elles ont beaucoup moins de travail, et donc elles peuvent agir de façon optimale, avec une énergie qui tourne. Si elles doivent fournir énormément d'énergie à chaque fois que vous mangez, elles sont surchargées elles aussi et elles ne peuvent plus faire leur travail correctement. Donc grâce à tous ces sujets évoqués ici, on peut évaluer un petit peu cette balance énergétique. Hein. On a besoin quand même d'énormément d'énergie, comme je l'ai expliqué au début de ce cours, pour nous permettre d'actionner tout notre système de digestion, d'une part par tous ces muscles qui travaillent, d'autre part par toutes ces productions, sécrétions, puis filtration, etc. Donc ça demande quand même une certaine énergie. Et si par exemple nous utilisons plus d'énergie à manger que ce que nous mangeons nous apporte, alors là nous pouvons développer des troubles du comportement alimentaire. Certains troubles du comportement alimentaire de type boulimie ou anorexie peuvent énormément ralentir, on va dire, en tout cas apprendre à se gérer par rapport à l'apport nutritionnel de ce que vous mangez. C'est-à-dire que si par exemple vous mangez un gros paquet de gâteaux, un gros paquet de Nutella, et avoir beaucoup de nourriture, mais ce que vous allez en retirer au niveau de la digestion, il y a presque rien. Ce que ça va vous demander comme travail au niveau corporel, au niveau fonctionnel, ça va être du travail de stockage, du travail d'élimination. Non, ça va utiliser plus d'énergie que ce que vous récoltez en digérant finalement. Donc ça peut engendrer un stress de tous nos organes, de tout notre système digestif, et ça peut engendrer des troubles du comportement alimentaire où on n'a plus envie de manger, où on ressent en nous que il n'y a aucun intérêt pour nous de manger.
Alors, par exemple, des petites astuces qui peuvent aider. Préparer des pâtes à crêpes où on rajoute des graines de lin. Les graines de lin ont un apport nutritionnel, mais encore plus que du poisson. Par exemple, une poignée de graines de lin peut remplacer un morceau de 200 grammes de poisson au niveau apport nutritionnel. Et c'est quelque chose que notre corps va facilement utiliser. Donc, il n'y a pas besoin forcément de manger non plus des trucs ultra sophistiqués. C'est même pas, il n'y a pas besoin de ça. C'est juste apprendre à calculer que si je rajoute un mélange d'huile, au lieu de mettre une petite cuillère d'une seule huile, si je mets une grosse cuillère, mais de plusieurs huiles mélangées, mon corps va avoir moins de travail à effectuer au niveau de toutes ces fameuses réactions chimiques et réactions biologiques et biochimiques. Donc ça s'apprend, mais c'est quand même non négligeable. Donc il y a plein de petites astuces, comme je vous dis, les graines de lin, rajouter des graines à votre alimentation. Mixer des noix, des amandes, des oléagineux, ça c'est quelque chose qui marche énormément. Varier les huiles. Si vous avez du mal avec les fruits, moi par exemple, j'aime beaucoup couper des petits morceaux de fruits que je prépare dans des beignets, dans des petits gâteaux que nous faisons maison. Et comme, par exemple, il n'y a pas forcément une grosse quantité de fruits, mais nous en mettons 2 ou 3 différents. Donc, le corps a de quoi prendre ces vitamines-là dans ce fruit-là, ces protéines-là dans ce fruit-là. Ah, et ce fruit a ceci que les autres n'ont pas. Et donc, le fait que le corps est un apport de plein de choses, il se dit, c'est cool, je peux piocher partout ça et ça. Et j'ai pas besoin de beaucoup travailler. C'est vraiment apprendre au corps à réfléchir finalement, apprendre à réfléchir sur comment notre corps pense. Et alors, on peut, entre guillemets, contrecarrer toutes ces fonctions biochimiques en apportant des petites quantités, mais avec des gros apports nutritionnels. Donc, il y a toutes ces fonctions neuronales qui entrent en jeu. Hein, si, comme je vous dis, voilà, si on a des effets de pensée, d'émotion quand on mange, c'est bien qu'il y a des actions au niveau cérébral qui se produisent. Et c'est ce que je vais donc aborder ici. Dès que nous pensons à manger, notre cerveau envoie un appel. Et donc, quand nous mangeons, il renvoie à une autre information pour venir actionner donc, les muscles, etc. Donc, tout ceci, c'est donc une fonction neuronale qui provoque ces actions-là. Et donc, c'est le système nerveux central qui est ici activé, qui permet donc tous ces changements de mastication qu'on peut moduler, d'accord? Mais du coup, lorsque nous mâchons, la façon de manger va également influencer les actions neuronales. C'est-à-dire que si, par exemple, vous mangez très très vite et que vous mâchez beaucoup fort, hein, vous engendrez au niveau de la neurogénèse un stress. Donc, il faut vite manger, il faut aller vite, c'est un peu stressant de manger. Voilà, vous intégrez ça dans votre cerveau. Alors que si, par exemple, vous apprenez à ralentir le mouvement et à finir vos aliments jusqu'au bout d'avaler avant de remettre autre chose dans votre bouche, souvent, on finit pas complètement et on remet à manger dans la bouche. Et ça, en fait, au niveau du cerveau, eh ben, ça engendre des mauvais schémas, en fait. Et lorsque nous prenons le temps de manger doucement, tranquillement et de ne pas se stresser, il y a une neurogénèse qui exerce un fait de venir digérer dans le calme sans se stresser. Donc tout cela découle déjà de la manière dont on mâche. Donc ça, c'est hyper important. Donc toutes ces actions sensorielles vont créer des souvenirs, donc des lignes de schémas de neurones, de schémas neuronaux. Et donc, on peut modifier ces souvenirs et ces schémas en changeant la façon dont nous mâchons la nourriture. C'est quand même énorme. Donc, tout ceci, ça se joue au niveau de l'hypothalamus, qui est à la base du cerveau, et qui a donc cette capacité de aussi limiter la prise alimentaire. Donc, toutes ces façons de mâcher tranquillement, dans le calme, d'avaler la totalité de ce qu'on a dans la bouche avant d'en remettre, tout ça, ça va
permettre à l'hypothalamus d'actionner correctement la limite, la satiété, la sensation de satiété en fait. Ici, on va à la prise alimentaire. C'est lui qui dit « ça y est, c'est bon, ça suffit, j'ai assez mangé ». Et il suffit parfois juste de changer la façon dont on mâche pour changer l'ordre que lui, là-haut, va donner. C'est quand même un truc de fou. Et ça, il faut l'utiliser. Même nous, en tant que particulier dans notre quotidien, c'est quelque chose de très facile à faire finalement. Donc tout cela va alors favoriser la sensation de satiété au bon moment. Pas manger de trop ou pas manger insuffisamment et donc utiliser plus d'énergie pour mâcher, digérer, etc. que ce que cela nous apporte. Donc tout ceci, la façon dont nous mâchons, nous envoyons, comme je l'ai dit, ce message à l'hypothalamus qui va donc venir équilibrer la sensation de satiété. Ce sujet-là dont je vous parle, je vous conseille d'aller regarder sur le site de l'Université de Paris, qui a fait une étude mais énorme qui explique tout ça dans le détail. Et donc c'est l'Université de Paris en association avec le CNRS et l'INRAE. Ils ont posté une étude vraiment sur tous les systèmes, chaque neurone, comment tout ça, vraiment c'est super intéressant. Je vous recommande fortement d'aller lire cette étude qui est très 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 intéressante. Voilà, donc toutes ces fonctions de faim sont dirigées par ce fameux hypothalamus et c'est des actions cérébrales à double sens. Voilà, et donc nous pouvons utiliser ce fameux double sens pour nous rééquilibrer sur plein de choses. Donc le cortex préfrontal ici entre en jeu dans le souvenir et c'est ainsi que nous pouvons ancrer des nouveaux schémas grâce à déjà des manières de faire. Donc voilà, les gestes vont ancrer des souvenirs dans le cortex préfrontal qui va avoir une action lui aussi sur ces fameux schémas. Donc voilà, nous avons évoqué toutes ces fameuses fonctionnalités différentes au niveau de la bouche. Il y en a, comme vous pouvez le constater, énormément. Et dans le prochain cours, nous allons évoquer toutes ces fonctionnalités au niveau œsophagien et de l'estomac, avec tous ces fameux sphincters, comment ça fonctionne, toute cette immunité, pareil, l'estomac qui nous est à un pH ultra acide, mais pourtant c'est justement ce qu'il nous faut, c'est quand même assez comment, voilà. Donc nous viendrons évoquer tout ce sujet-là dans le second cours concernant les fonctionnalités biochimiques de la digestion, où nous allons donc aborder l'œsophage, l'estomac et les sphincters au niveau de cette deuxième partie, parce que la première c'est la bouche, de la digestion. J'espère que ce cours t'a été utile. N'hésite pas à t'abonner si tu veux recevoir tous les cours. Il y en aura sur tous les sujets. N'hésite pas à demander éventuellement un sujet. Je peux poster des petits cours en plus. Ça ne me dérange pas du tout. Le but ici, c'est de partager nos savoirs et d'interagir tous ensemble afin d'évoluer tous ensemble vers un meilleur savoir, que ce soit allopathique, particulier, naturopathique, holistique, peu importe. Ici, on partage tout sur tout. Voilà, donc je te dis dans le prochain cours, à la prochaine, à bientôt. Et courage pour les prochains cours qui seront un petit peu longs pour cette première série. Les prochains seront plus soft.